Alors, Gérard François Dumont, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à Opinion internationale de notre rubrique Solutions pour la France, alors qui est une rubrique là dans le contexte de l'élection présidentielle. Alors, vous êtes démographe, géographe ou géographe et démographe, professeur à la Sorbonne, auteur de nombreux ouvrages. Mais là, si vous me le permettez, j'aimerais citer votre très belle revue des populations et des territoires, Population et Avenir, dont nous mettrons le lien à nos lecteurs et dont le dernier numéro est paru, Territoires ruraux en France, les ingrédients de l'innovation. Alors, je voulais entendre un émérite professeur de démographie et effectivement de géographie. Comment ne pas parler de la géographie dans un pays aussi important et beau que la France, en abordant avec vous deux, trois enjeux de l'élection présidentielle qui peut-être concernent un peu plus vos compétences. Alors d'abord, puisque dans le dernier numéro de votre revue Population et Avenir, vous parlez des territoires ruraux et de l'innovation, deux dimensions que l'on associe souvent peu. Euh, Est-ce à dire que l'innovation devrait être un des grands enjeux de l'aménagement du territoire dans notre pays, et ne regrettez-vous pas que les candidats à l'élection présidentielle n'en aient somme toute que très peu parlé? Oui, c'est assez étonnant que les questions territoriales soient très peu présentes dans cette élection présidentielle, puisque pendant le quinquennat du président Macron, elles ont eu une importance considérable, avec les gilets jaunes, le grand débat, la mise en évidence que la France n'a pu se vacciner que parce que les territoires ont organisé la vaccination sur le terrain. Et pourtant, ce thème est assez absent, alors qu'il faudrait véritablement le repenser. Parce que je vous rappelle que les lois territoriales de ces dernières années, tout particulièrement sur le quinquennat du président Hollande, mais même avant, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, étaient des lois qui croyaient à la métropolisation, c'est-à-dire l'avenir de la France n'était que dans ces métropoles et l'innovation territoriale n'était possible que dans les métropoles. Et donc, les lois ont donné des avantages financiers importants aux métropoles, puisque c'est elles qui allaient être les premiers de cordée et qui allaient tirer les autres territoires grâce au soi-disant ruissellement que personne n'a jamais vu, évidemment. Et donc, ce que nous avons voulu par ce numéro de Population à venir, c'est de mettre en évidence que quelle que soit la taille des collectivités territoriales, et en particulier des communes, partout il y a de l'innovation possible, et dans des domaines extrêmement variés, dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans le domaine lié au centre-ville, etc. Et donc, nous avons mis en évidence des tailles très différentes de communes, n'importe où en France en plus. Nous avons fait une carte qui met en évidence que partout en France, il y a des innovations territoriales. Et donc, je crois qu'il faut le savoir. Et comme il faut le savoir, il faut l'encourager. Alors, comment l'encourager ? Eh bien, justement, il faudrait que notre prochain président développe une politique globale d'aménagement du territoire pour permettre à tous les territoires d'avoir leur chance pour pouvoir faire davantage d'innovation. On voit bien d'ailleurs que dans les différentes crises qu'a traversé notre pays ces dernières années, vous avez cité le Covid, on va y revenir dans un instant, les gilets jaunes, on voit bien qu'il y a une tension devenue presque insupportable finalement entre l'État central et des institutions très très jacobines, voire jupitériennes, et en fait un maillage de population beaucoup plus rural ou périrural, avec 34 000 communes et une richesse encore une fois dans les territoires, mais encore une fois une tension qui là est devenue, on a l'impression, presque insupportable. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est très important puisque, alors aujourd'hui, nous nous sommes plutôt satisfaits puisque pendant des années, nous avons regretté que dans des statistiques officielles de l'INSEE, on ait fait disparaître la ruralité. Le mot rural n'était même plus donné dans ce qu'on appelle le zonage en aire urbaine. C'était comme si la France était en train de devenir une grande ville et que sa ruralité allait disparaître. Donc nous nous sommes battus contre ces statistiques urbano-centrées qui ne correspondent pas à la réalité, et donc nous avons fini par obtenir que l'INSEE change l'une de ses méthodes et mette en place ce qu'on appelle la grille communale de densité, qui met en évidence
qu'au moins le tiers de la population française est rurale, donc plus de 20 millions d'habitants, ce qui n'est quand même pas négligeable, et même au-delà si on considère les territoires de densité intermédiaire. Donc c'est vrai que la France a la chance d'avoir le territoire le plus vaste de l'Union européenne, avec une diversité géographique, une diversité de relief, une diversité de paysages tout à fait extraordinaire. Et pour moi, je dirais que le pétrole de la France, c'est la diversité de ces paysages. Dans une étude récente, vous avez évoqué la santé démographique de la France. La santé démographique de la France. Alors, j'ai une question à vous poser. L'effet de la crise Covid, qui a quand même été très, très important, notamment, si je ne me trompe pas, qui a très fortement freiné la natalité pendant quelques mois et qui a aussi entraîné des décès malheureusement nombreux qui n'étaient pas prévus. Est-ce que vous pensez que dans les 5 ans qui viennent, le ou la prochaine présidente de la République devrait faire, je vais reprendre vos termes, de la santé démographique du pays une priorité du quinquennat? À mon sens, oui, et pour deux raisons. La première raison, c'est que nous avons un vieillissement de la population qui a des conséquences économiques, sociales et même géopolitiques et qui est dommageable pour l'avenir de la France. Donc, il serait nécessaire de penser à la santé démographique de la France. Et l'autre raison, c'est que lorsqu'on dresse un certain nombre d'enquêtes, on voit que les Français n'ont pas le nombre d'enfants qu'ils souhaitent. Ils ont un idéal d'enfant qui est nettement supérieur à notre niveau de fécondité. Et l'une des raisons, c'est qu'effectivement, nous avons eu dans les années 2010 un rabotage de la politique familiale qui a fait perdre aux Français confiance dans le fait que l'État les soutenait dans leur souci d'avoir la famille qu'ils souhaitent avoir. Et derrière le rabotage de la politique familiale, il ne faut pas oublier aussi que l'État a considérablement diminué les dotations aux collectivités territoriales et donc un certain nombre de communes et de maires qui ne le crieront pas sous les toits, mais ont arrêté des projets de crèches supplémentaires, de relais assistance maternelle, c'est-à-dire de lieux qui permettent aux familles de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Donc, notre faible natalité d'aujourd'hui, une partie a été liée, vous l'avez très bien dit dans votre question, à la crise du Covid, mais il ne faut pas oublier aussi cette baisse de natalité qui s'effondre depuis 2015 en raison du rabotage de la politique familiale. Donc, il serait nécessaire, à mon sens, de revenir à une politique familiale qui permet effectivement aux Français d'avoir plus confiance dans l'avenir. Et ça passe aussi, bien sûr, par une politique du logement, alors que le logement, qui est évidemment une priorité pour toute famille, est aujourd'hui en difficulté parce qu'on a multiplié des lois malthusiennes qui ne facilitent pas la construction de logements. Alors, j'en viens à la question peut-être la plus sensible, ou en tous les cas qui peut prêter aux emportements les plus importants. On va essayer de rester au-dessus de la mêlée, comme l'est, j'imagine, un éminent universitaire comme vous. Les questions d'immigration et de population française. D'abord, est-ce qu'il y a un consensus, oui ou non, entre démographes sur l'évolution de la population française quant à sa composition à la fois immigrée, voire de confession musulmane? Est-ce qu'il y a un consensus? Certains disent oui, d'autres disent non. Est-ce qu'il y a un consensus entre... Malheureusement, il n'y a pas un consensus dans la mesure où un certain nombre de personnes qui ont l'étiquette de démographe ont des travers idéologiques et n'hésitent pas à affirmer, je l'ai encore entendu cette semaine dans les radios, dans les télévisions, que l'immigration n'augmente pas en France. Ce qui est complètement faux. Il suffit de regarder les chiffres que l'INSEE délivre à la suite des recensements. L'immigration a bien augmenté en France et elle a tout particulièrement augmenté depuis le début du XXIe siècle. Donc aujourd'hui en France, nous avons en fait 10% de la population
qui est immigré. Je ne dis pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, je dis qu'il faut être objectif et regarder la réalité. Et ce chiffre de 10%, eh bien, il n'était jamais arrivé dans les décennies précédentes et surtout, il a été considérablement en augmentation. Donc, et ensuite, si l'on considère les descendants d'immigrés, hein, et si l'on prend comme définition du descendant d'immigré une personne dont l'un des parents est immigré, mais j'ai oublié de vous rappeler la définition de l'immigré. L'immigré, c'est une personne qui habite sur le sol français et qui est née à l'étranger d'une nationalité non française. Donc, autrement dit, un Français qui naît au Maroc, comme Dominique de Villepin, bon, il est bienvenu, il habite bien dans l'Hexagone aujourd'hui, mais il n'est pas considéré comme immigré. C'est la définition française. Donc, si on prend les descendants d'immigrés qui ont au moins un parent immigré, on arrive à un peu plus de 20% de la population française qui est donc immigrée ou d'origine immigrée. Voilà les chiffres et une dynamique en augmentation. Les chiffres, c'est 20% de la population française et a des ascendants étrangers, en fait, c'est ça? À dans une ou deux générations. Dans la première génération. Dans la première génération. D'accord. Alors, en Allemagne, lorsque vous remplissez votre déclaration d'impôt, vous pouvez indiquer votre religion pour que une partie de l'impôt aille au financement du culte dont vous vous revendiquez. En France, nous sommes dans un pays laïque où il y a donc une séparation très forte entre l'espace public, on va dire, et le religieux. Est-ce que finalement, nous ne souffrons pas tous d'un manque de statistiques religieuses, je dis bien religieuses, je dis pas ethniques, qui ne fait que finalement, nous ne savons pas quelle est exactement la population de confession musulmane en France. Je dis confession musulmane parce que, disons les choses clairement, l'islam est devenu la deuxième religion de France. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus en nombre de population. La question n'est pas du tout, encore une fois, démagogique, mais c'est vrai que peut-être que le fait de ne pas savoir exactement la réalité des chiffres peut aussi concourir à un climat d'inquiétude ou de surenchère électorale de la part de certains. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des outils statistiques qui devraient permettre de mieux connaître la population, que ce soit au niveau national ou dans certains territoires, des départements, des communes, des quartiers, etc. Alors, je reviens quand même à travers votre question à ce qui se passe en Allemagne. Si effectivement, en Allemagne, au moment de la déclaration d'impôt, vous pouvez dire, voilà, moi je suis de telle religion et donc je souhaite qu'une partie soit affectée à cette religion, c'est surtout parce qu'en Allemagne, ce sont les religions qui organisent des activités sociales. C'est très peu pour les activités cultuelles, mais pour les activités sociales, alors que nous, toutes ces activités sociales sont laïcisées en quelque sorte, donc organisées par les CCAS, etc. Alors, en ce qui concerne la France, il est certain que pour répondre à votre question, on pourrait effectivement imaginer ce qui se fait en Inde. C'est-à-dire en Inde, au moment du recensement, il y a une question sur la religion des personnes et l'on connaît village par village de l'Inde le nombre d'hindouistes, le nombre de musulmans, le nombre de chrétiens, etc. Et la réponse est de qualité parce que les Indiens répondent volontairement à cette question, ne considèrent pas que c'est une atteinte à la vie privée qu'on leur demande leur religion. Imaginez qu'en France, on ajoute au questionnaire du recensement une question sur la religion. Il est très fort probable que la qualité des réponses sera extrêmement mauvaise parce que nous sommes un pays laïque, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ensuite, le ressenti religieux est quelque chose d'extrêmement compliqué. Il peut varier dans le temps également. Et donc, la fiabilité des résultats ne sera pas bonne. Donc, je pense, à mon avis, qu'il vaut mieux passer par des enquêtes. Et d'ailleurs, périodiquement, il y a des enquêtes qui sont conduites. Mais penser qu'on va avoir un décompte précis des religions en France selon les territoires, ça me paraît un petit peu mythique, d'autant plus que, comme vous le savez, l'expression même de religion musulmane ne veut rien dire.
dans la mesure où il y a une variété considérable de musulmans, ne serait-ce que la distinction entre les chiites et les sunnites, mais à l'intérieur des sunnites et à l'intérieur des chiites, moi qui connais un peu le monde chiite, il n'y a rien à voir entre les chiites qui se reconnaissent dans l'imam Khomeini et les chiites qui ne se reconnaissent pas dans l'imam Khomeini, mais par exemple par l'ayatollah Sistani qui est à Najaf en Irak. Donc il faut forcément des études extrêmement fines, et en plus ces études extrêmement fines ne conduisent pas nécessairement à des renseignements géographiques satisfaisants. Je m'explique. Il y a des pays où on peut faire une cartographie des religions parce que clairement, vous avez telle religion qui est plus implantée dans telle partie du pays et telle religion dans telle autre. C'est un peu le cas, vous voyez, en Ukraine par exemple, puisque ce pays est d'actualité. Clairement, l'église uniate, bien, elle est dans l'ouest de l'Ukraine, comme chacun le sait. Mais en France, vous avez une telle imbrication des religions que, par exemple, faire la cartographie religieuse de Sarcelles, ce n'est pas possible. Parce qu'en réalité, vous avez une imbrication des religions à l'échelle de chaque quartier et souvent à l'échelle d'un même immeuble. Donc la cartographie n'est pas possible. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. Évidemment, c'est une connaissance que l'on aimerait avoir, mais il faut quand même être réaliste sur la capacité de l'obtenir de façon fine. Et donc, du coup, nous sommes un peu démunis pour essayer de dédramatiser le débat et en même temps d'adapter, j'ai envie de dire, les politiques publiques à des réalités religieuses de plus en plus prégnantes. Je parle de l'islam, mais le retour du religieux comme finalement facteur de socialisation est quand même de plus en plus important dans notre société. On peut le regretter. Il a toujours été important. Regardez par exemple ce qui s'est passé avec l'immigration portugaise. C'est extrêmement intéressant. On voit bien que la première génération de l'immigration portugaise, son intégration s'est fait beaucoup à travers l'Église catholique, dans la mesure où les Portugais bénéficiaient au sein de l'Église catholique, et ça existe encore d'ailleurs, de messes pour les Portugais tout seuls, si je puis dire, en quelque sorte. Donc, elle a eu un rôle très, très important dans cette intégration. Alors, à mon sens, est-ce qu'il doit y avoir une politique publique des religions? Je n'en suis pas convaincu. Je suis convaincu que le rôle des autorités publiques, c'est de faire vivre la laïcité, c'est-à-dire de permettre que les uns et les autres se respectent. En fait, une société, pour qu'elle soit encore corde sociale, il faut qu'il y ait un universel commun, c'est-à-dire un certain nombre de valeurs que tout le monde partage, mais en dessous, chacun peut avoir des parties d'identité qui lui sont propres. Je vous rappelle ma définition de l'identité. Toute identité authentique est plurielle. C'est-à-dire qu'effectivement, pour l'identité d'une personne, c'est une composition complexe liée à son histoire personnelle, à son histoire familiale, aux associations que la personne a fréquentées, aux églises qu'il a fréquentées ou non, ou aux lieux sportifs qu'il a fréquentés ou non, aux lieux où il est habité. Et c'est forcément quelque chose de complexe. Et la meilleure preuve, c'est que vous savez que les personnes qui malheureusement se retrouvent dans des asiles psychiatriques, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à supporter la complexité de leur être et la complexité de leur identité, et ce qui explique leurs difficultés psychiatriques. Alors je ne veux pas vous faire sortir ou descendre de la hauteur de vue sur laquelle nous avions convenu de nous placer, mais si on reprend votre définition de l'identité, j'ai envie de dire, vous êtes plus Macron que Zemmour ou Le Pen alors, puisque vous dites que l'identité est forcément plurielle. Ça peut être le cas pour un État mais aussi. L'identité, elle est forcément plurielle dans la mesure où elle elle est modifiable. C'est-à-dire ce que je veux dire, vous prenez un Français qui, à une période de sa vie, mettons, on va dire à l'âge de 25 ans, a un certain nombre de traits identitaires. Bon. Et puis cette personne va se marier. Et bien selon que cette personne se marie, je dirais, avec une Alsacienne, avec une Bretonne, avec une Norvégienne, avec une Japonaise, etc., son identité va évoluer différemment. Donc, moi, si vous voulez, ma définition de l'identité, elle a un quart de siècle. Donc, elle est bien avant qu'il y ait l'élection présidentielle de 2022. En revanche, ce qui est important,
c'est que dans la part d'identité de chacun, il y ait un commun, cet universel commun que j'évoquais tout à l'heure, qui est le seul élément qui permet, et qui est au-dessus, qui est accepté par tout le monde, et qui permet la concorde sociale. Parce que si effectivement il y a des personnes, et c'est malheureusement le cas des djihadistes, qui ne partagent aucun trait de leur identité avec le reste de la société, ben, il n'y a pas de concorde sociale possible avec ce genre de personnes. D'ailleurs, je vous renvoie à la lecture du livre de Noémie Alioua sur Sarcelles. Nous parlions tout à l'heure de Sarcelles, les uns contre les autres, qui montre bien que ce commun a malheureusement beaucoup reculé dans des villes comme Sarcelles, parce que justement, les identités communautaires, voire ethniques et religieuses, ont largement pris le pas, et celles-ci ne sont pas plurielles, justement, selon moi, et ont pris le pas sur le commun, la laïcité étant, je pense, par définition, davantage plurielle, justement, comme facteur d'identité. Une dernière question, Monsieur Dumont. S'il y a une mesure que vous attendriez du prochain président de la République ou de la prochaine présidente de la République, quelle serait-elle? Alors, dans quel domaine? Je m'adresse aux démographes. Il est certain que la santé, l'avenir de la France, il est lié à la nécessité de retrouver une dynamique démographique. Retrouver une dynamique démographique, c'est de remettre en place une politique qui permette aux Français de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, qui permette la compensation des obligations d'éducation. Et donc, pour moi, c'est une priorité absolument essentielle pour l'avenir de la France, parce qu'il s'agit, à travers ce genre de décision, de travailler pour l'avenir. Monsieur Dumont, je vous remercie et je renvoie à la lecture du dernier numéro de la revue Population et Avenir. Nous mettrons le lien à la fin de l'interview. Merci à vous, Monsieur Dumont. Merci de votre accueil et de votre écoute.